aujourd'hui la situation en Argentine avec Milei. Ouais. Merci déjà Caroline pour l'espace, merci pour les films, c'est super émouvant. Je l'avais déjà vu une fois, mais à chaque fois c'est très fort, et surtout dans ces moments où 2 années plus tard, c'est encore remis en question, et c'est très dur de regarder ces films dans les contextes actuels. Donc voilà, un peu pour faire donner un peu de contexte à comment on arrive quelques années plus tard de la fin de ces films à ce qui se passe aujourd'hui, que c'est un président de Javier Milei d'extrême droite ou néofasciste, indépendant de comment on veut l'appeler, et extrêmement misogyne, et qui parle d'une guerre sanglante de l'avortement, et d'une manière un peu comme si c'était un complot international du socialisme et du communisme. Ça, c'est un peu ces mots. Et donc c'est assez fou de voir comment on était là et aujourd'hui on est là. Et donc pour donner un peu des contextes de ce qui se passe au milieu et jusqu'à aujourd'hui, après 2 mois seulement du gouvernement de Javier Milei. Et je pense que c'est intéressant de penser de ce qui permet les débats, tout ce qui se passe, la manière dans laquelle est mené les débats pour les projets de loi et pour la loi. Je pense que c'est assez exemplaire au niveau international, parce que ça dure beaucoup de temps. Les débats des députés, mais aussi on appelle plusieurs personnalités du monde de la médecine, du monde de la culture, de l'éducation. Donc à la télé, on entend plein de différentes voix pour et contre. Donc ça ouvre un débat, on va dire un peu sur les tables de toutes les Argentins et les Argentines. On entendait ces discussions dans la famille, avec les amis, avec les collègues. Donc vraiment, c'était... et ça a beaucoup aidé, notamment à défaire un tabou. Parce qu'avant 2018, et un peu comme partout dans le monde, les sujets de l'avortement, on sait que ça existe, mais on n'en parle pas. Donc les débats pour la loi, ça a ouvert un débat énorme et tout le monde en parlait. Et ça a été hyper riche. Ça a ouvert ça a permis que la société soit plus prête à faire passer la loi en 2020. Donc en 2020 déjà, on avait déjà passé par tous ces débats. Et donc en tant que société, on était déjà ailleurs, on avait déjà avancé. Et on a aussi, il faut le dire, un changement de gouvernement, ce qui a aussi aidé, parce que même si ces films, ces moments, la première votation, ça a été pendant les gouvernements de Mauricio Macri, et qui, même s'il a habilité les débats, c'était un gouvernement qui était... lui, il était un gros contre. Et après, on a eu un nouveau gouvernement en décembre 2019 qui était ouvertement pour. Donc ça aussi a rendu les choses un peu plus faciles, parce qu'il a tout de suite dit on va voter cette loi. Et moi, c'est un de mes priorités. Donc voilà, à la fin de cette première année, au milieu du confinement, pas du confinement, mais de la pandémie, donc c'était toujours un moment assez chaud au niveau de la pandémie, on a voté cette loi. Et pour parler un peu de la naissance de ces phénomènes qui est Milei, faut dire que, et en même temps que ça s'est passé 2020, la pandémie, l'enfermement, le confinement,
Et ça crée un contexte de beaucoup d'angoisse et beaucoup d'angoisse, notamment au niveau de l'inflation. On a une inflation qui a monté hyper vite. Donc la société était vraiment dans une situation d'angoisse, d'impuissance, parce qu'ils s'étaient enfermés. En même temps, il n'y avait pas l'aide de l'État qui existe ici. Donc c'était très compliqué. Et il y avait cette sensation d'impuissance, mais aussi de colère qui a commencé à être née. Et Javier Milei, il est né dans ces milieux, dans ces contextes du confinement, notamment dans les réseaux sociaux. Donc c'est un personnage qui est né vraiment là, dans les mondes virtuels un peu, et qui vient représenter cette colère qui était vraie, qui était là. Il y avait une colère de la société. Il y avait une sensation de on en a marre, on veut une autre chose, on veut un changement. Et lui, il vient dire moi aussi je suis en colère, moi aussi je suis comme vous, je ne fais pas partie de ce qu'il appelle la caste, un peu l'élite politique traditionnelle. Et moi je suis un citoyen comme vous et je suis en colère. Il avait cette manière, il a toujours cette manière de parler très. Il dit ce que sans barrière, il dit ce qu'il pense, avec beaucoup de violence. Donc voilà, il est né avec un discours très violent. Et en même temps, après, il commence aussi à apparaître dans les médias, dans la télévision. C'est important de dire, par exemple, je ne sais pas si en 2022 ou 2023, il est la personne la plus interviewée ou qui apparaît les plus en télévision. Donc voilà, les rôles des médias, c'est aussi très important parce que d'abord, c'était c'est qui ces petits fous, il va jamais arriver, il va arriver nulle part. Mais c'était drôle de les regarder, de dire parce qu'il avait cette manière de parler très très folle. Et aussi ses cheveux très fous, donc il faisait vraiment un personnage et personne croyait qu'il allait arriver quelque part. Donc on lui a donné beaucoup d'espace dans la télé et tout d'un coup, voilà, on est là, on est dans les premières sélections. Il a un très bon résultat, mais il va à balotage. Et là, il est forcé à faire une alliance avec les gouvernements, avec la casta qu'il avait dénoncée, et de Mauricio Macri. Il fait une alliance pour le deuxième tour, ce qui lui permet de devenir président avec les 56% des votes. Et voilà, parmi ces premières... donc, avec tous ces discours, il y avait déjà un discours très violent envers les femmes, très misogyne. Ça a été, depuis le début, il s'attaquait beaucoup contre les femmes journalistes. Mais voilà, ça passait parce que il y avait un peu ces discours de la part de beaucoup de ses votants qui disaient oui, on sait ça, mais c'est pas important parce qu'il va faire baisser l'inflation et c'est ça, c'est qui compte. Il va pas faire tous les restes. Donc il y avait ces noyaux, on va dire, des votants qui partageaient son discours très violent. Il y avait cette autre partie des électeurs qui disaient oui, c'est pas bien, mais bon, il va rien faire de tout ça. Et finalement, voilà, il devient président et dans les premiers jours où il est président, il présente un projet de loi qui s'appelle la loi Omnibus et qui finalement, il la retire à cause de plein de choses. Mais pour voir déjà ce qu'il avait en tête, ce qu'il a en tête, et c'était un projet de loi de 300 pages à la base qui essayait de transformer, de modifier environ 300 lois.
je ne vais pas entrer en détail des 300 lois, mais il y en avait deux au moins qui semblaient importants par rapport aux femmes et au genre. Il modifiait une loi qu'on a depuis plusieurs années qui s'appelle la loi des 1000 jours, qui c'est une loi pour protéger et accompagner et protéger la femme et les personnes gestantes jusqu'à dans les premières 3 années de la vie de l'enfant. Et ces projets de loi proposent modifier les femmes et personnes gestantes, déjà pour femmes enceintes. Et après, si je dis des bêtises, s'il y a des choses à ajouter, n'hésitez pas. Donc, il enlève, bien évidemment, tout de suite, tout concept lié à personnes transgenres, à toute notion de perspective des genres. Et il parle, notamment, ce qui est important aussi dans ces lois, c'est qu'il parle de protéger les bébés depuis la conception. Ce qui, de manière implicite, cherche aussi à modifier déjà la loi pour l'avortement. Parce qu'il commence à parler d'un enfant qu'il fallait protéger depuis la conception. Et donc voilà, finalement, ce projet de loi est retiré parce qu'il n'a pas les soutiens qu'il voulait. Et après ça, voilà, ça fait seulement 2 mois, mais il y a autant de choses. Mais quelque chose à remarquer, il continue, il a beaucoup parlé dans la conférence mondiale de Davos, il a parlé justement de cette guerre du féminisme radical, de la guerre sanglante de l'avortement, et du fait qu'on veut mettre, le féminisme radical veut mettre en question l'égalité naturelle de l'homme et de la femme. Il y a aussi, il y a quelques jours, je pense que la semaine dernière, son porte-parole a fait une conférence où il a annoncé qu'il cherchait à interdire les langages inclusifs et dans tous les documents de l'administration publique. Et la manière déjà de présenter cette idée, c'est pas seulement le fait qu'il va contre il cherche constamment à attaquer des luttes acquises et des droits acquis, mais aussi ils sont, voilà, à partir d'une manière de les dire très violente, qui cherchent vraiment une provocation constante. Et il parle par exemple, il dit on va effacer tout ce qui concerne la perspective des gens dans ces sortes de documents, mais aussi on va effacer, il est dit d'une manière très un peu moquante, la E, la X et l'arroba, que ce sont les lettres qu'on utilise en espagnol pour utiliser les langages inclusifs. Et il dit on va aussi éliminer toute inclusion, toute utilisation inutile du féminin. On sait qu'ils sont assez provocateurs de dire alors c'est quand l'utilisation inutile ou nécessaire des féminins. Et c'est qui décide ça? Et c'est nécessaire pour qui? Donc voilà, on se trouve dans cette situation. Et ça a aussi habilité, je pense qu'une des choses les plus dangereuses, c'est un consensus social qu'il a habilité à mettre en question, que c'est en tant que société argentine, on avait arrivé à un certain consensus social on peut ne pas être d'accord dans quelques sujets, mais voilà, il y a quelques accords, comme par exemple la dictature. La dictature, c'est une dictature. Et on avait l'impression qu'il y avait un consensus social. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point non, il n'y avait pas ce consensus, n'était pas si clair. Et
aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui, peut-être, ça faisait longtemps qu'ils avaient envie d'en parler, de dire ce qu'ils pensaient, que c'était pas 30 000, que les personnes disparues, que c'était pas une dictature, que c'était une guerre. Et voilà, là, ils sentent qu'ils ont les droits de le dire parce que c'est ça la liberté qu'ils proposent. Et si on veut se mettre contre une femme et l'attaquer, c'est bien aussi parce que ça fait partie de la liberté. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Et voilà, on est là, ça fait partie aussi d'une situation globale. Mais voilà, on va aussi, je pense que aussi les mouvements féministes ont beaucoup grandi. Et aujourd'hui, il y a une conscience énorme et je pense que voilà, on va continuer à se battre comme on a appris à les faire. Et voilà, c'est pour ça que aussi ces espaces sont hyper importants pour en parler, partager, et c'est-à-dire, on est toujours là.